Bonjour à toutes et à tous, voici la vidéo de synthèse du Blue Protocol. Le Blue Protocol étant juste un assemblage des différentes notions d'échographie traitées dans les précédentes vidéos. Nous dirons également un mot vis-à-vis de la rédaction des comptes rendus d'échographie clinique dans les dossiers patients, ainsi que sur la cotation de cette échographie. Le Blue Protocol est un algorithme échographique d'orientation diagnostique dans le cadre du bilan de dyspnée. Cet algorithme a été créé par Daniel Lichtenstein, qui est un médecin réanimateur travaillant à l'hôpital Ambroise Paré de la PHP. Cet algorithme est paru pour la première fois dans la revue Chest en 2008. Ce protocole se découpe en 3 étapes. Les 2 premières étapes s'intéressent au balayage échographique des zones 1 et 2, qui sont les zones antérieures et latérales de chaque hémithorax, pour un total de 4 cadrans par côté. L'étude de la zone 3, qui est la zone postérieure, ne se fera qu'à la 3e étape de ce protocole. La première étape du Blue Protocol, c'est la recherche d'un glissement pleural. Pour rappel, ce glissement pleural peut se visualiser soit directement en mode B via un scintillement de la ligne pleurale qui est une ligne hyperéchogène se balançant de droite à gauche, soit via le mode TM avec un signe du bord de mer si le glissement pleural est présent, c'est ce que l'on voit sur l'image de gauche. Soit le signe du code barre en cas d'absence de glissement pleural, et c'est ce que l'on voit sur l'image de droite. La deuxième étape de ce Blue Protocol, c'est la recherche de ligne A, de ligne B ou de consolidation. Et on a dit en introduction que cette recherche s'effectue initialement que dans les zones 1 et 2 de chaque hémithorax, correspondant aux zones antérieures et latérales. On va pouvoir donner des noms de profils à ces différents constats échographiques. Donc voici ce que ça va donner si on traduit ces observations échographiques en profils. On commence en reprenant tout à gauche de l'écran. Donc si le glissement pleural est présent, le profil B, c'est le syndrome interstitiel échographique, et on a vu que par argument de fréquence, cela correspondait à un OAP, bien que ce dernier profil puisse de temps en temps correspondre à une pneumopathie bilatérale. Et on est bien dans le cadre d'une échographie clinique, et donc c'est le contexte clinique qui fera la différence dans ce cas-là, mais également la réalisation d'une échographie cardiaque avec des mesures hémodynamiques quantifiant les fonctions systoliques et diastoliques. Les lignes A bilatérales et avec glissement pleural correspondent à un profil A, et dans ce cas, on verra ce qu'on fait en étape 3 du Blue Protocol. Les lignes B unilatérales correspondent au profil AB, et la présence d'une consolidation donne le profil C. On avait vu que le profil AB et le profil C correspondaient aux pneumopathies. Si le glissement pleural est absent, mais qu'on a la présence de ligne B, on avait également vu qu'on pouvait conclure au diagnostic de pneumopathie. L'absence de glissement pleural était liée, dans ce cas-ci, à un accolement des 2 plèvres du fait de phénomènes inflammatoires. Enfin, l'absence de glissement pleural et la visualisation d'un profil A doivent faire rechercher le diagnostic de pneumothorax. Voici l'algorithme du pneumothorax que je vous ai remis ici. Cet algorithme a été détaillé dans la vidéo traitant du pneumothorax. Je ne vais pas le réexpliquer dans cette vidéo. Mais je vous invite à revoir la vidéo dédiée à ce sujet en cas de doute persistant vis-à-vis de cet algorithme ou à marquer un temps de pause sur cette diapositive. Donc la 3e étape du Blue Protocol, elle est dédiée au cas du profil A avec glissement pleural présent. Et on avait vu dans la vidéo dédiée à ce sujet qu'il était nécessaire de réaliser une échographie de compression veineuse afin de détecter les cas d'embolie pulmonaire. Je vous avais également proposé une version modifiée, rajoutant à cette étape la réalisation d'une échographie cardiaque 4 cavités afin de rechercher les signes de cœur pulmonaire aigu en faveur d'une embolie pulmonaire sans thrombose des membres inférieurs. Cette version modifiée, elle permettait également de rechercher à cette étape un épanchement péricardique et notamment les cas de tamponnade. On avait également vu qu'en cas d'absence de signes de thrombose des membres inférieurs, il fallait procéder à l'étude échographique de la zone 3 de chaque hémithorax. Donc cette zone 3 elle correspond aux zones postérieures, et ce dans le but de ne pas méconnaître une pneumopathie postérieure. En cas de présence de consolidation dans la zone 3, on peut alors conclure au diagnostic de pneumopathie. S'il n'y a pas de consolidation dans la zone 3, dans ce cas, les 2 diagnostics restants sont l'exacerbation de BPCO et la crise d'asthme. Donc voici la version modifiée de l'algorithme en cas de présence d'un glissement pleural et d'un profil A. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez vous arrêter sur cet algorithme. Finalement, nous venons de voir étape par étape l'assemblage du Blue Protocol. Et en voici sa version finale. Là encore, je vous invite à marquer une pause dans la vidéo afin de relire calmement cet algorithme.
Voici enfin la version que vous trouverez auprès de l'appareil d'échographie du service afin de vous guider lors de vos premières échographies pour bilan de dyspnée. Nous mettrons à disposition de l'appareil d'échographie une version modifiée de ce Blue Protocol avec des iconographies pour une meilleure compréhension. Et voici donc la partie algorithme du pneumothorax du Blue Protocol que l'on a déjà vu et qui sera également à disposition de l'échographe du service. La Société française de médecine d'urgence a émis des recommandations formalisées d'experts vis-à-vis des compétences échographiques de l'urgentiste en 2016. Voici les items correspondant aux connaissances échographiques que doit maîtriser un urgentiste et qui nous sont utiles dans le cas du Blue Protocol. Il faut que l'urgentiste soit capable de détecter un épanchement pleural liquidien de moyenne ou de grande abondance. Il faut que l'urgentiste soit capable de détecter un épanchement pleural gazeux, donc un pneumothorax. Il faut que l'urgentiste soit capable de reconnaître les lignes A et B, en particulier dans le cadre de l'œdème aigu du poumon. Il faut que l'urgentiste soit capable de détecter une condensation pulmonaire ou consolidation. Il faut que l'urgentiste soit capable de détecter par méthode de compression la non-vacuité veineuse aux 4 points, fémorale et poplitée. Il est également à noter que l'urgentiste doit savoir détecter un épanchement péricardique abondant, réaliser une évaluation visuelle de la FEVG en la classant en normale, intermédiaire ou effondrée. Il est recommandé également que l'urgentiste soit capable d'évaluer la dilatation du ventricule droit et donc le rapport ventricule droit sur ventricule gauche, ce qui fait partie des signes de cœur pulmonaire aigu comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo traitant du profil A. Et enfin, il faut que l'urgentiste soit capable de mesurer la veine cave inférieure pour évaluer la volémie du patient. Compétences échographiques permettent d'aboutir à la version modifiée de l'algorithme du profil A que je vous ai proposé. Ceci permettant également de pouvoir avoir des arguments en faveur ou en défaveur d'un OAP ou d'une pneumopathie bilatérale en cas de profil B. Enfin, ces compétences échographiques permettent également d'avoir des arguments supplémentaires pour les diagnostics de choc cardiogénique, hypovolémique ou obstructif. La SFMU a également émis des recommandations vis-à-vis des comptes rendus d'échographie clinique en médecine d'urgence, dont l'acronyme est ECMU. Cette dernière stipule que l'ECMU doit faire l'objet d'une note dans la partie observation du patient et fait partie intégrante du dossier médical. Cette note étant nécessaire à la cotation de l'acte. Pour rédiger un compte rendu d'ECMU, il faut poser l'indication de cette dernière, archiver les images cibles du patient avec son identité et mettre un mot de conclusion avec une réponse à la question posée. Bien entendu, la plupart des services d'urgence ne sont pas dotés d'échographes permettant d'archiver les images du patient et ce n'est là qu'une recommandation. Il ne s'agit pas non plus de réaliser un compte-rendu d'échographie de radiologue. L'ECMU est une imagerie clinique et donc répond à une question binaire avec par exemple la présence ou non d'un pneumothorax. Enfin, cette échographie dispose d'une cotation CCAM sous le code ZZQM004 qu'il est plus facile de trouver sous le nom d'échographie transcutanée au lit du malade. Vous le trouverez en tapant juste le mot échographie dans la barre de recherche CCAM. Donc je vous propose maintenant un cas clinique pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut rédiger un compte-rendu d'ECMU se rapprochant le plus possible des recommandations émises par la SFMU. Donc ce cas clinique est un cas réel que j'ai rencontré au cours de mon stage au SAMU au semestre dernier. Donc on avait un homme de 50 ans qui vivait seul à domicile et qui avait appelé le 15 pour une dyspnée importante qu'on avait constatée au téléphone avec un patient qui n'arrivait à prononcer que quelques mots seulement. Sur place, le patient était agité, debout, en sueur avec une toux sèche. Le début de la symptomatologie avait été progressif depuis quelques jours avec une progression rapide depuis le matin. Il n'y avait pas eu de notion d'hyperthermie ni de contagion infectieux dans les jours précédents. Le patient n'avait pas d'antécédents médicaux et pas de traitement, mais en même temps il n'avait pas consulté de médecin depuis 15 ans. Et c'était un fumeur à plus de 30 paquets années. Cliniquement, il présentait un tirage susclaviculaire et intercostal, des sibilants diffus sans crépitant à l'auscultation, et un examen cardiovasculaire sans particularité, notamment sans signe d'insuffisance cardiaque clinique. Au niveau paraclinique, on avait un patient apyrétique à 37,6, une tension artérielle à 14,9, une fréquence cardiaque à 105 battements par minute, une saturation à 94% en air ambiant, une fréquence respiratoire à 29 par minute et un ECG sans particularité. Donc la question qu'on se posait devant ce patient, c'était est-ce que c'est un OAP bien qu'on n'ait pas de signe d'insuffisance cardiaque malgré quelques sibilants diffus, ou est-ce que plus probablement c'est une exacerbation de BPCO au vu du tabagisme du patient. Et donc voici ce que nous avons pu constater lors de la réalisation de l'ECMU chez ce patient. Donc un syndrome interstitiel échographique défini par un profil B,
avec pour rappel au moins 3 lignes B dans 2 des 4 cadrans, et ça sur les 2 poumons. Et on avait également observé des épanchements liquidiens de faible abondance dans les 2 bases des 2 poumons. Donc voici la proposition de compte-rendu pour ce patient en s'approchant au plus près des recommandations émises par la SFMU. Donc l'indication de cette échographie, c'était le bilan de dyspnée. Donc on doit faire une description succincte de ce qui est observé. Donc le plus simple, c'est de parler en profil. Donc ici, nous sommes dans le cas d'un profil B, avec la présence d'épanchements pleuraux liquidiens de faible abondance dans les 2 bases pulmonaires. On avait également réalisé une échographie cardiaque et qui retrouvait une FEVG visuelle altérée, sans épanchement péricardique ni signe de dilatation du ventricule droit. Et donc, devant ce tableau clinique et devant les résultats de notre échographie, la conclusion de notre examen avait été le diagnostic d'OAP. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention.